La bouche de Mensa s'ouvrit pour trahir son frère. Elle ne se referma plus jamais pour prononcer un seul mot. Voilà ce qui arrive quand on brise le lien sacré du sang pour servir sa propre ambition. Que les esprits de nos aïeux témoignent de cette vérité. Que Niam le Créateur entende ces paroles. Car je vais vous narrer l'histoire vraie de deux frères nés du même ventre, nourris du même lait, mais dont les cœurs prirent des chemins aussi opposés que le jour et la nuit. Cela se passait au royaume Ashanti, dans la cité royale de Kumasi, là où trône le tabouret d'or sacré, symbole de notre âme collective. C'était au temps du roi Osei-Bonsu le Conquérant, celui dont la sagesse égalait la force, mais dont la justice pouvait être aussi tranchante que la lame de l'exécuteur. Deux frères vivaient alors dans ce royaume prospère, Kwam, l'aîné au cœur pur, et Mensa, le cadet dont l'envie rongeait l'âme comme le termite dévore le bois de l'intérieur. Kwam et Mensa étaient fils de Kofi Antwi, un forgeron respecté dont les machettes ne se brisaient jamais et dont les houes nourrissaient 3 villages. Leur mère, Amaserwa, était une tisserande dont les pagnes cantes étaient si magnifiques que même les reines les convoitaient. De tels parents auraient dû engendrer 2 fils unis comme les fils d'une même toile. Mais écoutez bien ce qui se passa. Dès leur plus jeune âge, les 2 frères montrèrent des natures différentes. Kwam, l'aîné, avait hérité de la force tranquille du baobab. Large d'épaules, le regard franc, il aidait son père à la forge sans jamais se plaindre de la chaleur infernale qui brûlait la peau. Quand il frappait l'enclume, chaque coup résonnait comme une parole de vérité. Les enfants du village l'aimaient car il sculptait pour eux des jouets en bois. Les anciens le respectaient car il s'asseyait à leurs pieds pour écouter leurs récits. Mensa, le cadet, était bâti comme un palmier, grand, élancé, mais creux à l'intérieur. Oh, il était beau. Ses traits étaient fins comme ceux d'un prince, sa démarche était élégante, et sa langue était douce comme le miel empoisonné. Il préférait le commerce à la forge, les intrigues de la cour aux leçons des anciens. Dès l'adolescence, il fréquentait les courtisans du palais royal, flattant les puissants, méprisant les humbles. Leur père voyait cette différence et son cœur saignait. Kwam, disait-il souvent, sera le pilier de notre famille. Mais Mensa, que les ancêtres le protègent de lui-même. Comme disent nos sages, 2 arbres peuvent pousser du même sol, l'un donnera des fruits sucrés, l'autre des épines. Les années passèrent comme le fleuve coule vers la mer, inexorable. Kofi Antwi vieillit, ses mains devinrent tremblantes, son dos se courba sous le poids des saisons. Le moment vint de transmettre l'héritage. Voyez-vous, dans notre tradition, l'héritage ne se partage pas également entre les fils. Le père choisit celui qui perpétuera dignement le nom de la famille, celui qui honorera les ancêtres, celui dont le cœur bat au rythme de Ubuntu. Un soir, sous le grand acajou de la concession familiale, alors que les grillons chantaient leur mélopée nocturne et que la fumée des cuisines montait vers les étoiles, Kofi Antwi réunit ses 2 fils. « Mes enfants, dit le vieil homme, sa voix chevrotante mais ferme, je ne verrai plus beaucoup de saisons sèches. Il est temps que je transmette ce que j'ai construit. » Mensa se pencha en avant, les yeux brillants d'avidité. Kwam resta immobile, respectueux. Kwam, continua le père, tu recevras la forge, les terres, les outils ancestraux, et le nom de notre famille. Tu es digne de perpétuer notre lignée. Le silence qui suivit était aussi lourd qu'une pierre de meule. Et moi? La voix de Mensa siffla comme un serpent dans les herbes. Que me donnez-vous à moi, votre propre sang? À toi, mon fils, répondit Kofi avec tristesse, je te donne ce dont tu as le plus besoin, ma bénédiction pour que tu apprennes l'humilité. Tu recevras une part de nos biens, mais pas le nom, car tu ne l'as pas honoré. Mensa se leva d'un bond, renversant le tabouret. Ses narines frémissaient de rage. Injustice. Vous favorisez ce simple d'esprit qui ne sait que frapper du fer. Moi qui fréquente la cour, moi qui parle 3 langues, moi qui connais les secrets du commerce. Mon fils, soupira le père, c'est précisément pour cela. Tu connais le prix de tout mais la valeur de rien. Tu parles 3 langues mais n'as jamais appris celle du cœur. Cette nuit-là, le poison de la jalousie s'infiltra profondément dans l'âme de Mensa, comme l'eau sale contamine le puits. Les semaines suivantes, Kwam assuma son rôle avec dignité. Il apprit les derniers secrets de la forge auprès de son père. Il consultait les anciens sur la gestion des terres.
Il rendait visite aux familles du village pour maintenir les liens tissés par son père sur 3 décennies. Mensa, lui, disparaissait pendant des jours entiers. On le voyait au palais royal, murmurant aux oreilles des conseillers, fréquentant les chambres où se tramaient les intrigues. Son sourire était devenu un masque, ses yeux depuis de ressentiment. Un matin, un événement changea tout. Un messager royal arriva à la forge, monté sur un cheval dont la robe luisait comme l'ébène mouillé. « Kwamantwi » appela-t-il de sa voix de cuivre. Le roi Osebonsu t'ordonne de forger l'épée cérémonielle pour le festival des nouvelles ignames. C'est un honneur immense. Tout le village se rassembla. Les anciens hochèrent la tête avec approbation. Les femmes ululent de joie. Car être choisi pour forger l'épée royale, c'était être reconnu comme le meilleur artisan du royaume, c'était graver son nom dans l'histoire, c'était amener prospérité et honneur à toute sa famille. Kwam s'inclina respectueusement. Je suis indigne d'un tel honneur, mais je servirai le roi de tout mon cœur et de toutes mes forces. Mais écoutez bien ce qui suivit. Mensa observait la scène depuis l'ombre d'un manguier, ses poings serrés jusqu'à blanchir les articulations. Son frère recevait la gloire qu'il convoitait. Son frère portait le nom qu'il estimait sien. Cette injustice brûlait dans sa poitrine comme un charbon ardent. C'est alors que le serpent de la trahison planta ses crocs dans son cœur. Mensa connaissait un secret. Un secret terrible. Un secret qu'il avait surpris des années auparavant et qu'il avait gardé précieusement, comme on garde un poignard pour le jour où on en aura besoin. Leur père, Kofi Antwi, n'avait pas toujours été un forgeron prospère et respecté. Dans sa jeunesse, lors d'une période de famine terrible, il avait volé du grain dans les greniers royaux pour nourrir sa famille mourante. Un vol minuscule, dicté par la survie, commis il y a plus de 30 ans. Il s'était racheté 1000 fois depuis, par son travail, sa générosité, son intégrité. Mais selon la loi du royaume, c'était un crime inexpiable. Si le roi l'apprenait, non seulement Kofi serait exécuté, mais toute sa famille serait déshonorée, ses biens confisqués, son nom effacé des registres. Kwam perdrait tout. Et Mensa, lui, récupérerait l'héritage. Cette nuit-là, sous une lune voilée comme une veuve en deuil, Mensa se glissa hors de la concession familiale. Ses pas le menèrent au palais royal, là où les torchers projetaient des ombres dansantes sur les murs d'argile rouge ornés de symboles adinkra. Il demanda audience auprès de Nana Akwasi, le grand conseiller du roi, un homme aussi rusé qu'un chacal et 2 fois plus cruel. Noble conseiller, murmura Mensa en se prosternant, j'apporte une information qui concerne la sécurité du royaume. Les yeux du conseiller se plissèrent. Parle. Mon père, Kofi Antwi, celui dont le fils va forger l'épée sacrée, il est un criminel. Il a volé dans les greniers royaux il y a 30 ans. Le silence qui suivit était aussi froid que la tombe. Peux-tu le prouver? Mensa sortit alors un vieux tissu marqué du sceau royal, un morceau de sac qu'il avait découvert caché dans la case de son père des années auparavant. Une preuve irréfutable. Pourquoi trahir ton propre père? Demanda le conseiller, observant Mensa comme on observe un scorpion. Parce que la justice du roi est au-dessus de tout lien de sang, répondit Mensa, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour paraître ferme. Un criminel ne mérite pas l'honneur, même s'il est mon père. Menteur. Menteur 3 fois maudit. Car ce n'était pas la justice qui guidait sa langue, mais l'envie, la cupidité, la haine fratricide. Le conseiller sourit, un sourire aussi tranchant qu'une lame. Tu as bien fait de venir. Le roi saura récompenser ta loyauté, après que justice soit faite. Mensa sortit du palais, le cœur battant, les mains moites. Mais au lieu du triomphe attendu, une angoisse sourde commença à ronger ses entrailles. Comme si quelque chose d'invisible venait de se briser dans l'univers même. L'aube suivante se leva rouge comme le sang. Les coqs chantèrent avec une stridence inquiétante. Les chiens hurlèrent sans raison apparente. Les vieilles femmes hochèrent la tête en murmurant, les ancêtres sont en colère. À l'heure où le soleil atteint son zénith, un détachement de guerriers royaux, leurs lances pointées vers le ciel, leurs boucliers ornés du léopard d'or, envahit la concession des Antwi. Kofi fut arraché à son foyer malgré ses protestations, malgré les supplications d'Amaserwa qui s'effondra en larmes. Kwam, revenant de la forge, vit son père enchaîné comme un esclave.
Père. Que se passe-t-il? Ton père est accusé de vol contre le royaume, aboya le capitaine de la garde. Il sera jugé devant le roi. Le procès fut rapide, implacable, terrible. Dans la grande cour du palais, devant le tabouret d'or sacré, le vieux Kofi se tenait voûté, brisé, humilié. Les preuves furent présentées. Le tissu marqué du sceau. Le témoignage de Mensa lui-même qui, les yeux baissés, confirma l'accusation. Quand Kwam comprit que c'était son propre frère qui avait dénoncé leur père, son visage devint de pierre. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux passa une douleur si profonde que ceux qui la virent ne purent soutenir son regard. Le roi Osei Bonsu, assis sur son trône d'ébène incrusté d'or, écouta en silence. Puis il parla, et sa voix résonna comme le tonnerre du jugement divin. Kofi Antwi, tu as volé le bien du royaume. La loi exige ta mort. Un sanglot collectif parcourut l'assemblée. Cependant, continua le roi, et un espoir ténu naquit, ce vol fut commis pour sauver ta famille de la famine, il y a 3 décennies. Tu as depuis mené une vie d'honneur et de service. Je commus donc ta peine. Tu es banni du royaume. Tes biens sont confisqués. Ton nom est effacé. Par avant le coucher du soleil. Puis le roi tourna son regard vers Mensa. Quant à toi, qui as dénoncé ton propre père. Mensa s'avança, s'attendant à être félicité, récompensé peut-être. Tu seras récompensé, dit le roi, et un sourire cruel étira ses lèvres. Tu recevras les biens de ton père, comme tu le désirais. Mensa sourit, triomphant. Il avait gagné. Mais le roi leva la main. Garde, amenez les prêtresses d'Azazyka. Et c'est là, mes frères et sœurs, que le monde bascula. Cette prêtresse entrèrent dans la cour, vêtues de blanc immaculé, leurs visages peints d'argile sacrée, leurs yeux voyant au-delà du voile des apparences. Elles formèrent un cercle autour de Mensa qui commença à trembler, car il sentit soudain la présence de forces qu'aucun mortel ne peut défier. La plus âgée des prêtresses, une femme dont les cheveux blancs luisaient comme l'argent au clair de lune, s'avança. Sa voix était celle de la terre-mère elle-même, ancienne et immuable. Mensa Antwi, tu as brisé le lien sacré du sang. Tu as trahi ton père qui t'a donné la vie. Tu as condamné ton frère qui ne t'a fait aucun mal. Pour servir ton ambition, tu as piétiné Ubuntu, l'âme même de notre humanité partagée. Elle leva ses mains vers le ciel. Ancêtre de la lignée Antwi. Esprit de tous ceux qui sont morts en gardant l'honneur de leur famille. Azazyka, mère de toutes choses. Nous invoquons votre jugement. Le ciel, qui était clair l'instant d'avant, se couvrit soudain de nuages noirs. Le vent se leva, soulevant la poussière en tourbillons furieux. Les tambours du palais battirent d'eux-mêmes, sans que personne ne les touche, un rythme funèbre et terrible. Mensa voulut crier, protester, supplier. Il ouvrit la bouche. Et puis? Silence. Sa bouche restait ouverte, mais aucun son n'en sortait. Ses lèvres bougeaient frénétiquement, sa langue tentait de former des mots, mais seul un souffle rauque et impuissant s'échappait de sa gorge. Les ancêtres ont parlé, déclara la prêtresse d'une voix qui glaça le sang de tous les présents. Puisque tu as utilisé ta langue pour détruire ta famille, ta langue te sera retirée. Non pas ta chair, mais ton pouvoir de parole. Tu vivras dans le silence, incapable de jouir de tes gains mal acquis, incapable de plaider, de supplier, de tromper. Tu seras riche et muet, possédant tout et ne pouvant partager avec personne. Mensa tomba à genoux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il tendait les mains vers son frère, vers son père, implorant un pardon qu'il ne pouvait même plus demander. Mais Kwam se détourna. Kofi, brisé par le chagrin, ne regarda même pas son fils cadet. La malédiction était complète et définitive. Les jours qui suivirent furent témoins d'une transformation étrange et terrible. Kofi Antwi partit en exil, accompagné de sa femme Ama qui refusa de l'abandonner malgré le déshonneur. Kwam les suivit volontairement, renonçant à tout pour rester auprès de ses parents. L'honneur, dit-il avant de partir, n'est pas dans les biens qu'on possède, mais dans ceux qu'on chérit. Mensa se retrouva donc seul maître de la concession familiale, possesseur de la forge, des terres, des trésors accumulés sur 3 générations. Tout ce qu'il avait toujours convoité était désormais à lui.
Mais quelle victoire amère! Incapable de parler, il ne pouvait commercer. Les clients venaient, mais repartaient déconcertés devant ce marchand qui ne pouvait négocier, expliquer, convaincre. La forge resta froide car il ne pouvait donner d'instructions aux apprentis. Les terres se couvrirent de mauvaises herbes car il ne pouvait organiser les travaux. Plus terrible encore, il ne pouvait nouer aucune relation. Aucune femme n'accepta de l'épouser, car qui veut partager sa vie avec un homme qui ne peut prononcer « je t'aime » ? Aucun ami ne resta auprès de lui, car l'amitié se nourrit de paroles partagées. Les enfants du village le fuyaient, effrayés par ce muet dont les yeux criaient une souffrance qu'il ne pouvait exprimer. Chaque nuit, Mensa se réveillait en sursaut, essayant encore et encore de parler, espérant que le cauchemar prendrait fin. Mais chaque matin apportait le même silence, lourd, oppressant, éternel. Il tentait d'écrire ses pensées, mais les mots tracés sur les tablettes d'argile sonnaient creux, sans vie. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, la communication vraie ne vient pas seulement des mots, mais du souffle qui les porte, de la chaleur qui les anime, de l'âme qui les habite. Les années passèrent. La concession, autrefois prospère et joyeuse, devint lugubre. Les murs se lézardèrent. Les toits de chaume pourrissèrent. La végétation sauvage envahit tout. Mensa vivait seul dans cette ruine, entouré de richesses devenues inutiles, prisonnier de son propre silence. Pendant ce temps, loin du royaume Ashanti, dans un village humble au bord du fleuve Volta, Kofi, Ama et Kwam reconstruisirent leur vie. Sans richesse matérielle, mais riches de leur dignité retrouvée. Kwam forgea de nouveau, mais cette fois pour les pauvres, refusant tout paiement de ceux qui n'avaient rien. Sa réputation de forgeron juste et généreux s'étendit. Les gens venaient de loin pour acheter ses outils, non pour leur qualité seulement, mais pour la bénédiction qu'on disait attachée à eux. Le nom d'Antwi, effacé des registres d'un royaume, s'inscrivit dans le cœur de milliers de personnes reconnaissantes. Kofi mourut paisiblement, entouré de l'amour des siens et du respect de sa communauté d'adoption. Ama le suivit quelques saisons plus tard, un sourire serein sur les lèvres. Kwam pleura leur perte, mais sans amertume, car ils étaient partis dans l'honneur. Quand la nouvelle de la mort de leurs parents parvint à Mensa, car les nouvelles voyagent vite, portées par les marchands, il voulut crier sa douleur. Il voulut hurler ses regrets. Il voulut supplier le pardon qu'il n'avait jamais demandé. Mais sa bouche resta close, son cri mourut dans sa gorge, et ses larmes furent les seuls mots qu'il put offrir. Un jour, 20 ans après la malédiction, un vieil homme se présenta à la concession en ruine de Mensa. C'était un griot, un gardien des histoires, venu de très loin. Il s'assit devant Mensa et parla pendant des heures, racontant l'histoire de deux frères, l'un qui avait tout perdu pour gagner l'essentiel, l'autre qui avait tout gagné pour tout perdre. Tu vois, dit le griot à Mensa qui l'écoutait, les yeux emplis de larmes silencieuses, les ancêtres ne t'ont pas maudit par cruauté. Ils t'ont donné la plus grande des leçons, ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit ta valeur, mais ce que tu es capable de partager. Tu as utilisé ta voix pour détruire. Le silence forcé t'enseigne maintenant la valeur de chaque mot qui aurait pu construire, consoler, unir. Le griot se leva pour partir. Ton frère Kwam, lui, ne t'a pas maudit. Chaque jour, il prie pour que tu comprennes. Chaque jour, il garde une place vide à sa table pour toi, au cas où tu viendrais, repenti sincèrement. Mais il sait que tu ne viendras jamais, car ton orgueil, même muet, reste plus fort que ton repentir. Cette nuit-là, Mensa comprit enfin. Trop tard. Il écrivit une lettre à son frère, la première et la dernière. Des mots tremblants d'un repentir qui venait 20 ans trop tard. Il la confia à un voyageur qui promit de la remettre à Kwam. La lettre parvint à destination. Kwam la lut, pleura en silence, puis la brûla dans le feu sacré de la forge. Les mots écrits dans le désespoir, dit-il aux anciens qui l'entouraient, sont comme la pluie après la moisson, ils viennent trop tard pour faire pousser quoi que ce soit. Mensa vécut encore 10 ans dans son silence. Quand il mourut, seul dans sa concession abandonnée, personne ne pleura. On l'enterra sans cérémonie, car qui peut chanter les louanges d'un homme qui a trahi sa propre famille ? Mais son histoire, elle, ne mourut pas. Elle se transmit de griot en griot, de village en village, de génération en génération. Elle devint une leçon vivante, un avertissement sacré gravé dans la mémoire collective de notre peuple.
Aujourd'hui encore, dans les villages du royaume Ashanti, quand un enfant se plaint de son frère ou de sa sœur, les anciens lui racontent l'histoire de Mensa le muet. Quand un homme est tenté par la trahison pour servir son ambition, sa grand-mère lui murmure « Souviens-toi de celui qui a vendu son âme pour de l'or et qui ne put jamais jouir de sa richesse. » Comprenez ceci, vous qui m'écoutez, les liens du sang sont tissés par les ancêtres eux-mêmes. On peut les tendre, les étirer, les tordre, mais les briser, c'est se couper de l'arbre de vie dont nous sommes tous les branches. Comme disent nos sages depuis la nuit des temps, un seul doigt ne peut ramasser le grain. Et encore, la main qui frappe son frère frappe son propre visage. Et n'oubliez jamais, la trahison est une graine empoisonnée qui germe d'abord dans le cœur de celui qui la plante. Mensa a cru pouvoir tromper les ancêtres. Il a cru que son silence protégerait son crime. Mais les ancêtres voient tout, entendent tout, pèsent tout. Et leur justice, même si elle semble tardive aux yeux des mortels, est aussi certaine que le lever du soleil. Que cette histoire résonne dans vos cœurs comme résonne le tam-tam dans la nuit. Que chaque fois que vous êtes tenté de trahir un proche pour votre gain, vous vous souveniez de l'homme qui posséda tout et ne put rien dire, qui vécut dans l'abondance et mourut dans la solitude. La vraie richesse n'est pas dans vos greniers, mais dans les cœurs de ceux qui vous aiment. L'honneur véritable n'est pas dans les titres que vous portez, mais dans le respect que vous inspirez. Et la parole la plus précieuse n'est pas celle qui flatte ou qui trompe, mais celle qui console, qui unit, qui construit. Allez maintenant, et gardez précieusement les liens sacrés de votre famille. Car un jour, vous aussi devrez répondre devant les ancêtres. Et ce jour-là, ce ne sera pas votre or qui parlera pour vous, mais l'amour que vous aurez donné et reçu. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Abonne-toi pour avoir plus d'histoires.